Et cric. Et crac. Et cric. Et crac. Promenons-nous dans le bois tant que le loup n'y est pas. Si le loup y était, il nous mangerait. Vous répétez ça toute seule. Promenons-nous dans les bois tant que le loup n'y est pas. Si le loup y était, il nous mangerait. Il était une fois une petite fille, adorable, une jolie petite fille, comme sûrement vous en connaissez. Sa mère était folle d'elle. Et sa grand-mère, alors, n'en parlons pas, c'était pire encore. Elle habitait dans un petit village, pas loin d'une forêt, dans la campagne. Et sa grand-mère lui avait fait faire un vêtement, un chaperon rouge. Et ça lui allait tellement bien que tout le monde l'appelait le petit chaperon rouge. Un jour, sa maman lui dit « Ce serait bien que tu ailles voir ta mère grand qui habite de l'autre côté de la forêt. Je crois qu'elle était un petit peu fatiguée. Alors, prends le panier et j'ai cuit de la galette. Il y a aussi un petit pot de beurre. Tu vas lui porter tout cela. Et comme ça la requinquera un petit peu, elle ira mieux. » Et la petite chaperon rouge prend le panier avec le petit pot de beurre et la galette et s'en va. Elle quitte la maison de sa maman pour aller vers celle de Mère Grand. Elle traverse la campagne, les champs, et elle entre dans le bois. Un peu noir, le bois. Mais on entend le bruit des bûcherons. Donc, tout va bien. Et puis, la voilà qui arrive à un carrefour. Il faut choisir le chemin. Et là, elle rencontre Père Loup. Et le loup, voyant arriver cette jolie petite fille, s'est dit « Ouh là là, voilà un bon petit déjeuner qui s'approche. » Mais attendons, il s'approche d'elle et lui dit « Bonjour, chaperon rouge. » Bonjour. Elle ne savait pas encore que c'est dangereux de parler à un loup. « Et où vas-tu comme ça ?»« Je vais chez Mère Grand lui porter la galette et le petit pot de beurre que ma mère a préparé. »« Ah, et où habite ta Mère Grand ?»« Elle habite par-delà le bois. Il faut passer devant le moulin, on continue un peu et on arrive à l'entrée de l'autre village, et là est sa maison. Si tu veux, je te propose quelque chose. Moi aussi, j'aurais bien envie d'aller voir ta Mère Grand. Je lui dirai que tu vas arriver. Toi, tu n'as qu'à passer par ce chemin, et moi, je passe par celui-là. » Et ce coquin de loup avait choisi le chemin le plus court. Et donc, petit chaperon rouge s'en va par le chemin. Et voilà que ce chemin était merveilleux. Il y avait plein de fleurs qu'elle se met à ramasser en se disant « Ça fera un beau bouquet pour Mère Grand. » Il y avait des papillons qui s'envolaient. Elle courait après les papillons. Pendant ce temps, le loup, lui, était parti donc par le chemin le plus court, ventre à terre. Et il arriva à la maison de la grand-mère. Toc, toc, toc. Une voix à l'intérieur lui dit « Qui c'est qui arrive? Qui vient me voir ?»« C'est votre petite fille, chaperon rouge. Je vous porte une galette que ma mère a cuite et un petit pot de beurre. » Et la grand-mère, pas méfiante, lui dit « Tire la chevillette et la bobinette, chéra. » Et petit chaperon rouge tira la chevillette et la porte s'ouvrit. Et elle entra dans la maison. Pardon, celui qui se faisait passer pour le petit chaperon rouge, qui entra dans la maison et qui sauta sur la grand-mère et qui l'avala tout entière, qui lui ses vêtements et qui attendit tranquillement que le petit chaperon rouge arrive. Quand le petit chaperon rouge eut fini de ramasser un gros bouquet de fleurs, elle se dirigea vers la maison de sa grand-mère. Promenons-nous dans les bois tant que le loup n'y est pas. Si le loup
y était, il nous mangerait. Et voilà, petit chaperon rouge qui arrive devant la maison de Mère Grand. Toc, toc, toc. Et une voix à l'intérieur dit « qui est là ?» Mère Grand, c'est ta petite fille, chaperon rouge. Je viens te porter une galette et un petit pot de beurre que ma mère a préparé. Tire la chevillette et la bobinette, chéra. Et petit chaperon rouge tire la chevillette et la porte s'ouvre. Et Mère Grand qui dit « Qu'est-ce que tu me portes là ? Et je te porte la galette que ma mère a préparée et le petit pot de beurre. Pose-les sur la huche et viens me retrouver dans la chambre. » Et petit chaperon posa, ferma la porte et entra dans la chambre de Mère Grand. C'était pas comme d'habitude. « Oh, Mère Grand, que vous avez de grandes oreilles. C'est pour mieux t'entendre, mon enfant. Oh, Mère Grand, que vous avez de grands bras. C'est pour mieux te serrer contre moi, mon enfant. Oh, Mère Grand, que vous avez de grands yeux. C'est pour mieux te voir, mon enfant. Mère Grand, que vous avez de grandes dents. C'est pour mieux te croquer, mon enfant. Et là-dessus, le loup l'avale et la bombe, tout entière, comme ça. Il paraît que ça faisait 3 grands jours qu'il n'avait rien mangé. Mais tout de même, une grand-mère et un petit chaperon rouge dans l'estomac, ça pèse. Alors il se coucha, il s'endormit, et il se mit à ronfler, comme on l'entendait de l'autre côté de la forêt. Promenons-nous dans les bois, tant que le loup n'y est pas. Si le loup y était, il nous mangerait. Et voici qu'un chasseur passait par là, et il entend ces ronflements dans la maison, et il se dit « Ouh là, mais la grand-mère, ça n'a pas l'air d'aller, là, je vais voir ce qui se passe. » Il entre, et il voit le loup, ce loup qu'il cherchait depuis longtemps. Alors il sort son fusil, et il se prépare à lui tirer dessus. Et puis il se dit « Ouh là là, mais peut-être, il a son gros ventre, peut-être qu'il a déjà avalé la grand-mère, peut-être qu'on peut la sauver. » Alors au lieu de prendre son fusil qu'il pose, il prend de grands ciseaux et il découpe le ventre du loup. Et voilà le petit chaperon rouge qui saute du ventre du loup. Et puis au fond, il y avait aussi la grand-mère qui était encore un petit peu... Ouh. Mais bon, elle était vivante. Et le petit chaperon rouge prend des grosses pierres, remplit le ventre du loup, le recoue précautionneusement. Au bout d'un moment, le loup se réveille. Il a peur du chasseur. Il sort de la maison. Mais alors, il est tellement lourd. C'est lourd, ça pèse. Il avance. Il passe au bord du puits et plouf, il tombe au fond du puits et il se noie. Tout le monde est content. Le chasseur est content parce que le loup est mort. Mère Grand est contente parce qu'elle est vivante et que sa petite fille aussi. Et petit chaperon rouge rentre chez sa maman. Elle est contente. Oui, mais un autre jour, sa maman lui demande à nouveau d'aller voir Mère Grand. Alors, elle y va. Et il se trouve que dans le bois, elle rencontre le loup. Pas le même, mais le loup. Et là où elle est, il y a des bûcherons qui sont pas loin. Alors le loup lui dit « Petite fille, où vas-tu? Je vais chez Mère Grand. »« Ah, je vais y aller aussi. » Mais là, petit chaperon rouge, c'est elle qui prend le chemin le plus court et qui va vite, vite, vite chez Mère Grand. Qui tape, qui rentre et qui ferme vite la porte. Mère Grand, le loup me poursuit. Alors, Mère Grand attend, elle guette derrière la fenêtre et voit le loup arriver. Et que fait le loup? Il grimpe sur le toit de la maison. Que va-t-il se passer? Promenons-nous dans le bois, tant que le loup n'y est pas. Si le loup y était, il nous mangerait. Et de fait, le loup, il a bien envie de les manger toutes les deux. Alors il se dit, mais
petit chaperon rouge va bien finir par sortir de cette maison, et je la croquerai à ce moment-là. Et donc il regarde, il attend. Mère Grand a une idée. Elle dit à sa petite fille, hier, j'ai cuit des saucisses, et il reste tout le bouillon. Alors, tu vas aller porter ce bouillon dans l'auge qui est juste là, devant la porte. Et c'est ce que fait la petite fille. Elle charrie des seaux pleins de bouillon où a cuit la saucisse. Et elle le verse dans l'auge. C'est un bon bouillon, ça sent bon. Le loup qui est sur le toit, que fait-il? Il renifle cette bonne odeur. Alors il s'approche du bord. Il s'approche, il guigne l'auge où il y a ce bon bouillon. Et il tombe, il glisse, il tombe dans l'auge. Et il se noie. La petite fille est heureuse. Elle a vaincu le loup. La grand-mère est heureuse de voir que sa petite fille est forte aussi. Et tout le monde est content. La petite fille. Peut-être d'ailleurs que Petit Chaperon Rouge ne lui va plus du tout comme nom. Mais bon, c'est comme ça. Et cric. Mon coup des akabat. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter différentes théories en psychologie qui vont vous permettre de mieux connaître et de mieux comprendre les enfants d'aujourd'hui, parce que vous les connaissez quand même déjà, je pense, par vos contacts avec eux. Donc grossièrement, il y aura un exposé en 3 parties. Une première partie qui parlera du développement de l'enfant. Donc les psychologues se sont attachés à pouvoir décrire le développement de l'enfant par stade. Donc j'essayerai de pouvoir vous le présenter rapidement mais de manière compréhensible. Je vous parlerai aussi des écrans et du virtuel, qui est quand même quelque chose maintenant qui est beaucoup dans la vie des enfants et même dans la nôtre aussi. Enfin, c'est intergénérationnel, mais surtout, enfin, les enfants l'ont dans tout le domaine, dans les jeux, dans les relations aux autres, dans l'éducatif, le pédagogique. Enfin, c'est quelque chose qui est très présent dans leur vie. Et une dernière partie sur les enfants et adolescents en mutation, qui sera surtout basée sur le livre, donc que vous avez peut-être déjà feuilleté sur la table du fond. Dans la psychologie de l'enfant, j'avais particulièrement utilisé différents champs psychologiques et la psychologie du développement, donc qui décrit l'enfant aux successions de stades. La psychologie cognitive, je vous expliquerai un petit peu au fur et à mesure. Et là, c'est pour la présentation de l'exposé. Cognitive qui est plus sur les fonctions cognitives, sur la manière de réfléchir, de penser, et les fonctions qui nous aident surtout à construire notre pensée. Le développement affectif, qui, vous retrouverez, je pense, des choses qui ont été travaillées ce matin dans les contes, et les émotions. Et j'ai fait une petite diapositive sur l'enfant et la mort, pour justement pouvoir donner quelques repères aussi sur comment l'enfant se représente la mort au fil des âges. Donc sur la première partie de psychologie de développement, donc, bon, il y a une définition qui est assez compacte, je vais vous la lire. Donc c'est une partie de la psychologie générale qui étudie l'évolution individuelle au travers de la succession des âges de la vie. Donc on va s'intéresser là à l'enfance, un petit peu à l'adolescence, mais ça va vraiment de la conception jusqu'au vieillissement. Bon, conception non, mais en tout cas, si même déjà dans le ventre, les relations que peut avoir le fœtus avec sa mère, sur comment il est aussi attendu, désiré. Et voilà, il y a comme ça jusqu'au vieillissement aussi, où on voit des étapes de vie qui s'enchaînent, qui se succèdent. Donc ils utilisent des différentes études pour comprendre et décrire le développement, où on peut à la fois comparer des enfants d'âge différents, par exemple, pour voir comment des groupes d'âge sont différents et essayer de voir comment ils évoluent, mais aussi au sein d'un même âge, on peut essayer de voir les différences qu'il y a entre les enfants, car tous les enfants d'un même âge ne sont pas complètement identiques non plus, tout comme les enfants qui sont d'âge différents ne sont pas comment... Voilà, il y a une succession, il y a toute une évolution, une continuité dans le développement. Dans la psychologie de développement, décrit un développement normal, mais également un développement troublé, c'est-à-dire tout ce que quand ça marche pas bien. Donc ça, j'en parlerai pas trop aujourd'hui, mais je pense effectivement que de comprendre comment l'enfant se développe en théorie, enfin de manière générale, vous permettra aussi de voir les enfants qui ne sont pas dans ce stade-là, alors que leur âge devrait un petit peu,
Donc en psychologie de développement, on voit surtout que c'est une interaction entre déjà la biologie et l'environnement. Ce n'est pas que du biologique et ce n'est pas que de l'environnemental, ce n'est pas que de l'éducatif, que du contextuel, mais c'est vraiment des processus interactifs. Donc un enfant est une personne non biologique, il a un bagage génétique, mais il est aussi en échange dans son milieu, avec des personnes, avec des objets, il est dans une société. Donc son développement est aussi contextuel. Il y a eu en psychologie de développement, il y a plusieurs décennies, des crispations, on va dire, sur les concepts de inné et acquis. Est-ce que l'enfant vient au monde, on va dire, un petit peu avec tout ce qu'il faut, des choses innées, ou si c'est ou si c'est quelque chose que l'environnement lui apporte. Et c'est justement, je pense, une interaction des deux. Et surtout, ils se sont mis d'accord, je pense, sur l'idée que ce qui est inné, c'est les mécanismes qui sont susceptibles de produire des connaissances ou des compétences, et non pas les connaissances elles-mêmes. Donc pour aussi illustrer l'interaction qu'il y a dans la psychologie de développement, c'est vrai qu'on voit vraiment l'interaction entre la socialisation par exemple, de l'enfant, qui est comment il s'inscrit avec son groupe de pairs, avec les adultes, autour des avec les personnes qui sont autour de lui, et en même temps il se construit lui-même. Et c'est à la fois comment il s'insère dans la société et comment il se construit, ça va interagir pour, au final, on voit le résultat du développement. C'est vraiment là où c'est parfois compliqué pour un psychologue de pouvoir savoir comment ça a opéré. Il y a des choses qui sont dans l'interaction et donc on ne voit que le résultat, nous en tant qu'adultes qui observons des enfants. Donc c'est vrai que l'exposé d'aujourd'hui concerne les enfants de 3 à 11 ans, mais l'enfant à 3 ans a déjà un bagage très lourd, enfin en tout cas très complexe. Dès sa naissance, il est en interaction avec le monde autour de lui, par le regard, par la parole qui est autour de lui et qui l'englobe, qui le met au monde. Et effectivement aussi, il va vivre le premier attachement. C'est qui sont construits par les liens sociaux, bon, bien sûr avec les parents et les figures maternelles, les figures de soins qui sont avec lui. Et c'est en lien aussi avec le développement des émotions. Il va être il est dans le monde et il va être capté comme une éponge tout ce qui peut se passer autour de lui, et il va petit à petit déjà commencer à construire les émotions, les repérer, pouvoir aussi les exprimer. Et la première partie donc, de son développement est surtout sensorimoteur, c'est-à-dire que c'est sensoriel. Il développe beaucoup la vue, l'ouïe, le toucher, l'odorat, enfin tous les sens qui lui permettent d'être en contact avec ce monde et d'interagir avec lui. Et aussi le niveau moteur qui encore permet de pouvoir s'inscrire dans le monde, de pouvoir s'ancrer dans le monde. Donc on arrive à un enfant de 3 ans qui déjà a tout ce bagage et qui va commencer à essayer de comprendre le monde qu'il y a autour de lui. Donc il y a Piaget, enfin là je ne l'ai pas noté, mais qui a décrit différents stades. Donc là c'est le préopératoire de 3 à 7 ans, où il décrit la fonction sémiotique. Alors je vais vous la définir juste après, où l'enfant petit à petit doit intérioriser l'action. Il n'est pas juste en train de faire et de voir finalement la conséquence de son action en même temps qu'elle se passe. Il n'a pas encore d'anticipation. C'est quelque chose qu'il va construire dans cette période-là. Et c'est un enfant très égocentré, qui est vraiment dans son propre point de vue et qui ne peut pas encore se mettre à la place de l'autre. C'est quelque chose qui va se développer petit à petit de 3 à 7 ans. Donc je voulais vous définir un peu la fonction sémiotique parce que je pense que c'est aussi en lien avec les contes. En tout cas, c'est les prérequis qui sont au préalable essentiels. Donc on voit que ça fait quand même longtemps que ça a été étudié en psychologie du développement. Et la fonction sémiotique a été définie comme la fonction qui consiste à pouvoir représenter quelque chose. C'est un signifié qui va pouvoir représenter un signifiant. Donc par contre, c'est quelque chose qui est par rapport à une référence, c'est-à-dire que, j'en parle juste après, il y a une différence entre le symbole et les signes. Le symbole est quelque chose qui est universel, où par exemple la symbolique est commune pour plusieurs, alors que les signes peuvent être très individuels et très subjectifs. On peut voir des signes, on peut interpréter chacun des signes de manière différente des signes. En fait, on a vraiment, c'est une question d'interprétation, c'est très subjectif, alors que la symbolique est quelque chose qui est partagé. Et c'est comme ça aussi qu'il va s'inscrire dans le monde. L'enfant va voir qu'il y a
des concepts qui lui permettent vraiment de partager et d'être en adéquation, en accord avec les personnes qui sont autour de lui, dont ses parents. Et dès 6 ans dans le développement, l'enfant manifeste l'envie et la possibilité, mais aussi le besoin d'utiliser ces signes. On voit des enfants qui vont commencer à faire coucou, à dire des petits mots pour signifier des choses. Et là, la pensée symbolique est en train de s'élaborer. C'est le prérequis qui est indispensable pour la suite. Donc il y a 2 aspects dans la fonction sémiotique, un aspect référentiel, donc comme je vous disais, ça représente quelque chose. Et parfois, on a du mal à faire la distinction entre ce qui est représenté et ce que à quoi sert la représentation. Et ensuite, un second aspect qui est plus inférentiel, qui permet de faire des liens, de pouvoir déduire quelque chose. Et c'est quelque chose qui va se développer au cours des âges. L'enfant de 3-4 ans n'est pas encore dans un aspect inférentiel. Mais par contre, au fil de son développement, il va commencer à pouvoir faire des inférences du style si il me dit bonjour, c'est qu'il me salue. Enfin, il va y avoir déjà une utilisation du symbolisme pour pouvoir interpréter et interagir. Donc la fonction sémiotique va prendre beaucoup de temps et d'énergie chez l'enfant pendant plusieurs années. Il va commencer par faire des imitations différées, parce qu'auparavant il peut imiter les adultes, mais de manière instantanée, c'est-à-dire qu'il fait ce que l'adulte fait à côté de lui, et puis petit à petit, il va réussir à pouvoir imiter sans la présence de l'adulte et pouvoir s'approprier vraiment. Il rejoue, il n'est pas en train d'imiter et de refaire, il est en train de s'approprier ce qu'il est en train d'imiter. Donc c'est le début des jeux symboliques qui d'ailleurs permet aussi les relations entre enfants. Et l'enfant va aussi développer pendant ces années-là le dessin, qui je pense d'ailleurs parfois peut être utilisé par vous. Donc c'est vrai qu'au tout début de son développement, c'est juste un acte graphique, il est en train de représenter quelque chose, mais qui est très concret, et qui va plus ou moins, au fil de ses âges, l'enfant va s'attacher à ce que ce soit une réalité qu'on voit. C'est-à-dire qu'une maison, on va bien mettre tous les détails qu'il connaît, il est en train de symboliser toutes ses connaissances. Alors qu'ensuite, il va pouvoir se décaler un petit peu de la réalité pour pouvoir que ça devienne symbolique, justement, que même si c'est pas une maison qui pourrait être réaliste parce que elle correspond pas à la maison standard, en tout cas petit à petit il va pouvoir y mettre plus de fluctuations. Donc dans la fonction sémiotique, l'enfant petit à petit peut construire des images mentales. Or au début, c'est des images où il peut justement se reproduire des scènes qu'il a déjà vécues, et ensuite où ça va être plutôt anticipateur. Donc à ce moment-là, c'est qu'il évolue, il est capable d'anticiper, et on voit que dans le développement, il construit son imaginaire aussi déjà du moment où il peut anticiper les événements. Donc bien sûr la fonction sémiotique est dans le langage, un mot définit donc un concept, et ça lui permet donc de pouvoir symboliser des choses, et c'est à partir de 3 ans, justement 2-3 ans, même déjà à 2 ans, où il acquiert du lexique et il exprime des mots. Parce qu'avant il est plus dans la compréhension, avant 2 ans l'enfant va être dans un bain linguistique, enfin je le développe un peu après, là il va être dans l'expression, et le langage lui permet aussi de catégoriser. De créer des concepts, des classes. Donc voilà, j'avais anticipé un petit peu, et c'est vrai que donc avant 2 ans, je vous présentais que l'enfant a des compétences précoces, il est très social, un enfant avant 2 ans, il va être dans l'interaction, dans la relation, dans la compréhension, et ensuite, à partir de 3 ans, avec son développement aussi biologique, enfin physique, il va pouvoir, avec les vocalises, pouvoir s'exprimer. Et de 2 à 3 ans, il va passer de 1000 mots de 100 mots à 1000 mots qu'il peut comprendre et qu'il peut utiliser dans le langage. Donc on voit que cette période-là du développement, l'enfant est en train de développer son bagage linguistique pour pouvoir être en relation ensuite avec le monde autour de lui. Donc il y a le perfectionnement de l'articulation vers 3-5 ans. Un enfant à 5 ans, normalement, peut articuler les mots de manière tout à fait ordinaire, donc pour le développement normal. Après, il y a bien sûr des développements troublés. Et c'est le début de l'acquisition de la syntaxe qui va justement s'acquérir ensuite au fil des années. C'est-à-dire qu'à 10 ans, là, il a
tous ces domaines-là sont plus ou moins bien perfectionnés. Et à 6 ans, après avoir élaboré quand même son langage oral, il va commencer à rentrer dans le langage écrit, donc qui permet en même temps aussi de mieux structurer son langage oral. Enfin, il y a des ponts entre le langage oral et le langage écrit qui se fait pour l'enfant. Et donc, c'est un perfectionnement qui se fait jusqu'à à peu près l'âge de l'adolescence. En début d'adolescence, l'adolescent donc a le langage, a une structure de langage similaire à celui d'un adulte. Alors après, il va l'élaborer encore de plus en plus, mais c'est vrai que son langage dépend beaucoup de son bel langagier. J'ai pas eu le temps de vraiment mieux vous le définir, mais c'est l'idée où finalement le langage, la construction du langage dépend beaucoup de l'entourage et ce que l'enfant entend. Mais dans le bel langagier, c'est pas unique. Il y a la maison, il y a l'école, il y a les copains, et puis il y a toutes les groupes d'appartenance que je vais appeler, c'est-à-dire que par exemple quand il va venir au catéchisme, que par exemple quand il va aller au club de judo, et ce bain langagier va être un peu mixé, on va dire, plus ou moins, parfois oui, parfois non, mais l'enfant peut tirer des différents bains langagiers des choses, des compétences importantes. Donc en parallèle du langage, tout est en parallèle. Donc ce sera un peu compliqué, je pense, aussi pour vous de faire le tri, parce que sur chaque domaine, j'essaye de pouvoir présenter l'enfant dans son développement. Et donc là, on est dans des opérations intellectuelles. L'enfant organise un petit peu toutes les représentations sémiotiques déjà qu'il a pu acquérir, et ça va être organisé de façon logique. L'enfant, à partir de 7 ans, est beaucoup dans le développement de quelque chose qui a du sens, qui pour lui prend sens et qui peut comprendre. Donc il va développer les notions de conservation, c'est-à-dire que avant 7 ans, en tout cas, il n'a pas la notion de conservation. On peut lui donner un grand verre, on lui dit on va le mettre dans une casserole, et bien si la casserole, enfin ça dépend, il y a plusieurs repères, mais il ne va pas comprendre qu'en transvasant le liquide, par exemple, il va y avoir la même quantité. C'est quelque chose qui va se développer aussi au cours de 7, 8, 9 ans. Et il va pouvoir comme ça se détacher en fait de ces perceptions qu'il peut avoir. On peut mettre aussi à un enfant dans les opérations de sériation des petites allumettes par exemple que l'on étale les unes à côté des autres pour peu que le même nombre d'allumettes on écarte l'espace entre elles. Pour l'enfant, si la bande on va dire est plus grande, il y en a plus, même s'il voit bien qu'on n'a fait que décaler les allumettes. Donc c'est qu'il est attaché avant cet âge-là à quelque chose de très physique. Si je vois qu'il y en a plus, si dans le temps, si dans l'espace ça prend plus de place, automatiquement il y en a plus. Donc il faut qu'il se détache de ça pour pouvoir intellectualiser et c'est même interpréter le monde, en tout cas les prégnances qu'il y a qui viennent vers lui. Et c'est un âge aussi où il peut commencer à se décentrer. Avant cet âge-là, il est vraiment très égocentrique et il ne voit que son propre point de vue. Donc après, voilà, je crois que j'en reparle un peu plus tard, mais c'est vrai que la décentration est aussi en développement. C'est pas d'un coup je suis centrée sur moi et hop, d'un coup je suis centrée sur l'autre. Il y a un développement aussi qui est on va dire, continu, et je crois que je le développe un peu plus tard dans les fonctions sociales. Donc là, c'était une partie du développement qui vraiment s'attache à montrer l'enfant qui passe par stade. Et je voulais ici rajouter des apports de la psychologie cognitive, donc qui étudie les fonctions psychologiques de l'être humain, mais des fonctions cognitives. Donc ça va être la mémoire, le langage, l'intelligence, le raisonnement, la résolution de problèmes, l'attention. C'est des choses qui sont de plus en plus connues maintenant, qu'on en parle de plus en plus. Les neurosciences, je pense aussi, utilisent beaucoup ce concept-là. Donc on parle d'activité mentale et de processus mentaux et on essaye de voir comment ça se passe. Donc, la psychologie cognitive n'est pas juste centrée sur l'enfant, elle regarde un petit peu l'adulte. Je pense que ça a été la porte d'entrée un petit peu des psychologues. Ensuite, on a vu que les enfants, quand même, ils n'étaient pas sur le même fonctionnement que l'adulte, donc on a essayé d'étudier. Et puis aussi sur le vieillissement, où il y a aussi des transformations sur les processus cognitifs.
dont je vais vous sélectionner quelques-uns parce qu'en 1 heure, j'avais pas le temps de tout pouvoir vous transmettre, mais sur la mémoire, je pense que c'était intéressant de pouvoir le développer un peu de manière méthodologique, on va dire, où c'est une activité biologique et psychique qui permet d'emmagasiner, de conserver et de restituer. Donc c'est des choses très importantes, ces 3 étapes, où justement... quand tout va bien, bon, on sait pas trop, on voit pas trop comment ça se passe. Mais quand un enfant manque de mémoire, enfin une personne plus largement, il faut savoir à quel niveau ça se situe. Est-ce qu'on n'arrive pas à emmagasiner des informations? Donc effectivement, si déjà on les emmagasine pas, on ne pourra pas les conserver et les restituer. Mais parfois, on peut très bien emmagasiner et puis avoir des difficultés de conservation ou de restitution. Donc selon là aussi où ça se joue, il y a des manières différentes de pouvoir l'appréhender. C'est vrai que sur la mémoire, on l'évalue de différentes manières. Par la reconnaissance, par exemple, où on peut montrer différentes choses et on reconnaît ce qu'on a déjà emmagasiné. Et il y a aussi le rappel libre, par exemple, qui est encore un autre niveau où il faut vraiment pouvoir emmagasiner, conserver et restituer en entièreté ce qu'on a pu emmagasiner. Et donc c'est une mémoire qui est peut-être plus fragile. Donc la mémoire est quand même utilise les sens. Il y a quand même, selon la manière dont, dans le contexte où on emmagasine quelque chose, où on le restitue peut-être aussi d'ailleurs, ça va avoir une influence sur les performances de mémoire. Et les sens participent souvent à pouvoir mieux emmagasiner. Enfin, en tout cas, il y a une ambiance qui peut le permettre, on va dire. Donc sur les 3 types de mémoire, il y a la mémoire à court terme, qui est quelque chose de très immédiat. On va vous donner un numéro de téléphone, un horaire, un rendez-vous, et c'est quelque chose qu'il faut emmagasiner et puis pouvoir retrouver rapidement. Mais c'est quelque chose qu'on oublie très vite. Quelques jours après, on ne va pas garder cette information, on ne pourra pas la conserver, la restituer. Il y a la mémoire aussi à long terme, où là par contre, c'est quelque chose que l'on pourra se resservir plus tard. Il existe différents types de mémoire à long terme, dont celle qui concerne nos souvenirs, la mémoire déclarative, celle qui nous raconte, où on se raconte, la mémoire qui est dite procédurale, où par exemple, quand on apprend à faire du vélo, c'est quelque chose que l'on emmagasine, qu'on conserve et que le corps va utiliser cette mémoire et pourtant on n'a pas besoin d'utiliser le langage. On ne va pas se dire je suis en train de pousser avec mes pieds sur la pédale. C'est quelque chose qui est très implicite et qui est de l'ordre de la procédure. On a appris une procédure. Donc ça peut être par exemple la tâche graphique ou voilà, c'est des choses qui sont en lien avec souvent le corps. Il y a aussi la mémoire sémantique qui est l'acquisition et on emmagasine des connaissances générales sur le monde, sur soi, de manière... mais c'est très en série, en catégorie, et on range nos informations de manière ordonnée, on va dire, pour pouvoir les restituer aussi dans cette manière-là. Et puis la mémoire épisodique qui rejoint un peu la mémoire explicite mais qui est plutôt sur nos périodes de vie. Enfin, quand on a été enfant, on peut ressentir tout un ensemble d'émotions. Enfin, il y a tout un ensemble de la perception, les émotions, les ressentis qui peuvent ressurgir dans la mémoire épisodique. Et puis il y a un 3e type de mémoire que l'on utilise aussi souvent sans trop s'en rendre compte, qui est la mémoire de travail, qui est vraiment sur... pouvoir retenir des informations, mais aussi les transformer. Ça va être, par exemple, chez les enfants, c'est quand ils vont ordonner des chiffres dans l'ordre croissant, mais sans bien sûr de support. Hein, juste, on leur dit à l'oral, ils doivent les ordonner. Ils ont besoin non seulement de les retenir, mais de les retenir suffisamment longtemps pour aussi les sérier. Donc c'est une mémoire qui effectivement est très sensible, on va dire, au contexte, qui est mis à mal par le stress, les émotions négatives, etc. Et aussi qui décline assez rapidement dans le développement. À l'âge adulte, déjà, on peut voir qu'il y a un déclin de la mémoire de travail assez rapide. Et puis j'en parlerai aussi au niveau des écrans, mais aussi les nouvelles technologies permettent de ne pas avoir une mémoire de travail très... Enfin, on l'utilise de moins en moins peut-être, c'est-à-dire qu'effectivement, le calcul mental, on peut prendre facilement une calculatrice, etc. Donc il n'y a pas cette... c'est un entraînement peut-être que l'on peut perdre un petit peu. Mais les enfants en sont capables tout de même.
Donc il y a d'autres fonctions cognitives comme l'attention que je voulais vous parler, car effectivement pour les enfants d'aujourd'hui, je pense que les capacités attentionnelles sont quand même quelque chose qui nous importe, parce qu'on peut voir dans leur comportement des différences selon leur attention. Donc l'attention est un contrôle attentionnel. C'est vraiment l'enfant doit être dans une volonté. Ce n'est pas quelque chose qu'il subit. Enfin, en tout cas, il est totalement acteur dans l'attention. Donc on peut y différencier deux aspects. Hein. L'aspect qualitatif, où on a différents états. On peut être au niveau d'alerte, où finalement on est présent, on est prêt, voilà, on est dans l'action. La vigilance, où au contraire on est prêt à anticiper, à réagir, mais on ne sait pas trop ce qui va nous arriver, on va dire. Il y a une différence avec l'alerte qui est un petit peu... qui est très légère, mais en même temps c'est très différent. On le voit chez des enfants qui finalement... c'est chez les enfants qui manquent quelque chose qu'on s'en rend compte. Les enfants qui ne sont pas vigilants, ils vont aussi l'information qui va passer, ils vont pas écouter la consigne, ça va leur passer un petit peu. Ils n'ont pas cette capacité à se montrer vigilants. Et puis il y a l'attention soutenue, où vraiment c'est une attention qui nécessite dans le temps que l'on mobilise son attention sur quelque chose, mais de manière... assez intense. Je pense que il y a des activités qui le demandent et d'autres non, mais en tout cas il y a des enfants qui peuvent avoir du mal plutôt dans cette attention-là. Il y a aussi l'aspect sélectif où finalement l'attention on peut la diriger, on va dire, de manière différente. L'attention sélective, c'est quand on va vraiment être attentif sur quelque chose en particulier et que l'objectif est d'occulter ce qu'il y a autour. Donc ça nécessite une compétence qui est particulière, ce qui est différent de l'attention partagée, où là il y a aussi différentes choses qui sont autour de nous, mais il faut qu'on soit attentif à plusieurs choses à la fois. Donc ces deux attentions sont différentes, et autant on peut avoir des difficultés dans les deux, mais généralement, je pense qu'il y a des enfants qui vont être plus sur un côté ou plus sur l'autre. Alors c'est vrai que je parle des enfants en difficulté parce que c'est ce que je rencontre moi au quotidien, mais dans le développement normal, c'est vrai que généralement ce sont des aspects qui se développent au cours du développement et qui permettent ensuite, voilà, de pouvoir rentrer dans les apprentissages d'une manière sereine. Alors j'ai souhaité vous parler de la motivation très rapidement, parce que je pense que c'est chez l'enfant quelque chose maintenant qui est à prendre en considération. Donc la motivation est considérée comme une source d'énergie, une direction ou encore la persévérance que les individus éprouvent dans leurs actions ainsi que dans leurs intentions. Donc on peut facilement imaginer qu'un enfant qui n'est pas motivé va avoir du mal à mobiliser son attention, à utiliser sa mémoire, et puis déjà à s'intéresser certes, mais voilà, à pouvoir s'inscrire quand il est surtout dans le groupe, on peut voir des différences dans leur comportement par rapport à leur motivation. Donc la motivation est aussi définie comme un état d'éveil cognitif et émotionnel, donc qui mène à une décision consciente d'agir et provoque une période d'effort intellectuel ou physique pour atteindre un but fixé au préalable. Donc c'est vraiment ce qui permet à l'enfant de pouvoir aussi canaliser ses actions et pouvoir essayer de se recentrer. C'est pas de se décentrer, mais en tout cas d'être vraiment dans un état d'éveil. Donc je pense que ça va permettre de mobiliser ses compétences attentionnelles. Donc là c'était vraiment les fonctions cognitives, les bagages on va dire un peu cognitifs que les enfants ont, et je vais vous parler maintenant de d'autres théories psychologiques qui expliquent aussi le développement de l'enfant, mais avec des portes d'entrée très différentes. Donc par exemple là c'est grossièrement le développement affectif de l'enfant présenté par Freud. Donc je vous ai mis tous les âges pour pouvoir comprendre un petit peu comment ça s'articule, même si nous, pour les enfants de 3 à 11 ans, c'est les stades qui sont, on va dire, surtout la période oedipienne et la période de latence. Mais donc quand l'enfant naît, son interaction avec le monde est surtout autour de l'oralité, donc déjà de la bouche, la succion, par le nourrissage, mais aussi petit à petit, il va vocaliser et utiliser la bouche comme vraiment ce qui lui permet d'être en interaction avec le monde. Ensuite, Freud développe le stade anal qui est beaucoup plus dans le contrôle et dans la différenciation. Là, l'enfant se différencie de sa mère et de ses parents, mais principalement de sa mère. Et donc, il commence dans ce stade-là à le stade anal qui est
qui est défini ici. Je vous en parlerai pas plus, c'est vrai qu'on pourrait à chaque fois parler 1 heure de tous les concepts que je vous présente. Il rentre ensuite vers 2-3 ans, enfin plutôt vers 2 ans, dans un stade phallique, donc qui est vraiment sur l'affirmation de soi, il commence à construire son identité, et c'est sur la toute-puissance aussi. Il est dans quelque chose où il est en train de voir le monde comme quelque chose sur lequel qui pourrait prendre du contrôle. Donc il a besoin de montrer comme ça son existence, et il est très démonstratif de ça. Donc c'est la période du non, la période de l'opposition, enfin c'est un petit peu entre le stade anal et le stade phallique, hein, c'est pas toujours découpé comme ça. Donc on voit les enfants voilà, qui sont dans cette phase-là. Et puis autour de 4 ans, il va commencer à rentrer dans la période oedipienne. Donc là, je pense que ça va aussi parler un petit peu sur tout ce qui est sur le conte que vous avez vu déjà ce matin, où il a Freud définit donc la triangulation avec le père, la mère et l'enfant. Et selon son sexe, si c'est une fille ou un garçon, il va projeter des sentiments amoureux, on va dire, vers le sexe opposé. Donc si c'est un garçon auprès de sa mère, si c'est une fille auprès de son père, et aussi de l'agressivité envers l'autre, parce que c'est le rival, celui qui prend la place. Et justement, pour pouvoir passer cette période de rivalité, il y a aussi des mécanismes d'identification. Finalement, le petit garçon, au début, le père, c'est celui qui prend sa place, pour lui, dans le lit de sa maman, et puis là, après, ça va être un héros, lequel on a envie de c'est le modèle qu'on prend pour pouvoir se dire, ben, si maman, elle aime... et que je suis comme lui, elle m'aimera. Donc ça lui permet comme ça de passer sur un autre mode de relationnel, pardon, et il va comme ça, autour de 4 à 7 ans, essayer de dénouer toutes ces tensions internes qui sont autour de la période oedipienne. À partir de 7 ans, alors pareil, il ne faut toujours pas trop découper les choses, il y a une période de latence qui s'observe jusqu'à peu près l'adolescence ou la préadolescence, et c'est vraiment l'enfant qui a passé toutes les tensions qu'il y a auparavant, et qui investit les choses autour de lui. Il va investir la scolarité, il va être dans les relations sociales. C'est une période qui est plutôt calme, en tout cas dans le développement de la sexualité infantile, comme le définit Freud. Et bien sûr, ça va être réactivé ensuite, ou en tout cas, il va avoir un investissement de la sexualité autour de l'adolescence qui coupe cette période de latence pour justement commencer à considérer la sexualité dans aussi les relations aux autres, etc. Donc je ne développe pas ici parce que c'était pas cette tranche-là, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui va être très présent dans la vie des adolescents. Et je pense que les jeunes aujourd'hui, ce découpage est peut-être de moins en moins juste. C'est-à-dire qu'on peut voir des enfants qui, un peu tard, sont encore dans des stades avant, mais aussi des enfants très jeunes qui vont être dans des phases que l'on peut dire supérieures. Concernant l'adolescence, moi je peux voir déjà en CM2 déjà des signes vraiment l'enfant se comporte comme un adolescent de 12, 13 ou comme en tout cas il est défini dans le développement de l'enfant. Donc c'est vrai que en même temps c'est des repères, mais c'est pas du tout quelque chose qui doit être fixe. Et voilà, il y a les variations interindividuelles à prendre vraiment en compte, et aussi intra-individuelles, c'est-à-dire que selon aussi les tensions, la problématique, on peut être très bien peut-être dans un stade de transition, c'est-à-dire que pour certaines choses, on est encore dans un fonctionnement du stade précédent, et pour d'autres, on est déjà dans le stade qui va suivre. Enfin, il y a aussi je pense que tout le long de l'exposé, il faut bien se rendre compte que c'est pas quelque chose de figé. Oui. Et est-ce que la différence entre les deux sexes est toujours... on dit toujours que les filles ont un développement affectif un peu plus avancé que les garçons. Ça existe toujours, ça, ou c'est... Oui, mais... même toujours un peu de décalage. Oui, mais c'est vrai qu'on remarque plus de différences entre les âges qu'entre les sexes. Enfin, il y a quelques différences, effectivement, entre les filles et les garçons. Mais je pense que c'est quelque chose qui, peut-être, est moins aussi figé qu'auparavant. Je me dis que ça fait peut-être aussi partie de comment on éduque maintenant les enfants, où on est beaucoup moins dans des choses très strictes, on va dire. De façon plus neutre, en fait. Voilà, c'est ça. C'est pas, ben non, c'est une poupée, c'est pas pour toi. Enfin, pour les garçons, où on est moins dans ces comportements-là aussi. Donc, ça risque d'avoir aussi une influence, je pense, sur leur développement.
Alors j'ai souhaité vous parler de l'estime de soi parce que je pense que les enfants d'aujourd'hui, c'est un concept qui est un peu nouveau, mais en même temps, je pense que vous en avez entendu parler. Mais nous avons quand même, je pense, une grande... on doit être vigilant à pouvoir nous-mêmes leur permettre de développer une bonne estime d'eux-mêmes. Donc l'estime de soi est définie comme comment l'enfant... comment il se voit, comment il se représente, et c'est pour voir s'il y a un décalage entre vraiment ce qu'il est et ce qu'il pense être. Il y a des enfants qui peuvent être un petit peu trop sûrs d'eux-mêmes, on va dire, qui ont une forte estime d'eux, mais qui finalement n'est pas juste, et qui se voient un petit peu plus compétents peut-être que ceux qui sont, et d'autres qui au contraire se dévalorisent et qui vont voir plus leurs défauts, leurs faiblesses, et qui n'arrivent pas à pouvoir voir leur qualité aussi. Donc l'estime de soi, c'est vraiment avoir un juste regard sur ce que l'on est. Et ça permet aussi, quelque part, de pouvoir mieux axer sur ce que l'on voudrait devenir. Donc c'est un concept très important, et je pense que là où je voulais insister, c'est que ça se développe surtout par les expériences qu'il y a autour de lui dans la toute petite enfance et au fil de sa construction. C'est quand on porte un regard positif sur lui, sur le fait qu'il a pu réussir quelque chose qu'il ne pouvait pas faire ou qui était difficile pour lui, qu'il va développer une bonne estime de lui. Ou au contraire, où il va être un petit peu... ça va être un peu brisé, on va dire, même par des paroles négatives, dévalorisantes, ou voilà, qui ne le construisent absolument pas dans son rapport, en tout cas à soi-même. Là, c'est vraiment par rapport à soi. Je retourne en arrière. Donc je voulais aussi rapidement vous parler des émotions, parce que c'est un concept aussi qui est de plus en plus développé, en tout cas en psychologie, où justement les émotions sont assez subjectives. On peut définir des émotions, mais dans la manière dont on les ressent, dans la manière dont on peut les vivre, c'est quand même quelque chose de très subjectif, même si on exprime nos émotions de manière quand même assez commune, assez universelle. Donc il y a 6 émotions primaires qui sont décrites: la joie, la tristesse, la peur, la colère, le dégoût et la surprise. Donc c'est des émotions primaires. Ensuite, il y a différents auteurs qui ont développé des portes d'entrée différentes, on va dire, où certains parlent d'émotions sociales qui permettent justement la relation, ou qui entravent parfois aussi la relation d'ailleurs, comme l'orgueil ou d'autres émotions. Là, ils citent la sympathie, l'embarras, la honte, la culpabilité, l'orgueil, l'envie, la gratitude, l'admiration, l'indignation et le mépris. Donc bien évidemment, je pense qu'au fil du développement, l'enfant va découvrir les émotions, d'abord en les vivant, pour certaines, en tout cas les plus simples, la joie, la tristesse, la peur, la colère. Au tout début, il les vit. Il va commencer aussi à pouvoir les interpréter sur le visage de l'autre, sur la parole de l'autre, sur les intonations. Donc c'est quelque chose qui permet la relation à l'autre. Et donc effectivement, il y a d'autres émotions qui ont été définies comme des émotions secondaires, qui sont des émotions, un mélange d'émotions de base, donc les 6 émotions primaires qui sont définies plus haut. Donc par exemple la nostalgie, qui serait un mélange de joie et de tristesse, où à la fois il y a des souvenirs heureux qui sont rappelés, et en même temps la tristesse de ce passé qui n'est plus présent. Donc c'est des mélanges comme ça d'émotions. La honte, qui peut être aussi effectivement un mélange de peur et de tristesse. Il y a aussi la colère qui peut quelque part se mettre en soi, le dégoût d'ailleurs aussi. Par contre, ce sont des émotions dans la honte qui sont envers soi-même. Quand on ressent la honte, on a le dégoût de soi, on est en colère contre soi d'ailleurs de ce qui nous rend honteux. Ce sont un mélange d'émotions, et c'est parfois compliqué pour des enfants justement de pouvoir les identifier, puisqu'on ne sait pas trop d'où ça... qu'est-ce qui est en jeu en réalité dans ce qu'on vit. Parce que bien sûr l'émotion est incarnée, elle se montre par des manifestations physiques. Ça va être, on va sentir le cœur qui bat, les mêmes watts, ou au contraire une explosion de joie, où on sent l'énergie, ou les pleurs. Voilà, ça passe par une émotion, une expression corporelle. Et je pense qu'on est aussi dans des générations où on permet de plus en plus à l'enfant d'exprimer ses émotions et de pouvoir les énoncer. Il n'y a pas que le corps qui compte. Et pourquoi tu as ressenti ça? Et qu'est-ce que ça t'a fait? Et on est vraiment dans une société, une posture éducative qui est sur la compréhension pour la gestion des émotions.
Donc l'enfant, au cours de son enfance, doit apprendre à réguler ses émotions et l'expression qu'il en a. Donc les émotions vont permettre aussi le développement social. Donc au tout début, je reprends là sur de 3 à 11 ans, à 3 ans, il est vraiment dans la différenciation entre moi et l'autre. Il vient de se construire en tant que sujet, dans son stade phallique, et puis donc il comprend bien qu'il est différent des autres. Et dans le jeu, les activités ludiques vont lui permettre d'exercer et d'instaurer des règles sociales. Donc, il y a aussi la notion d'interdit, je pense, qui va venir plus ou moins là se greffer dans le jeu. Et de 2 à 5 ans, on utilise le jeu dans une manière égocentrique. Enfin, on a une règle et puis on veut plus ou moins imposer sa règle et on voit son propre point de vue. Alors que petit à petit, entre 5 et 9 ans, il va commencer à vivre la compétition. Donc, il est encore un petit peu attaché à sa règle, mais en même temps, il commence aussi à coopérer. Il peut entendre la règle de l'autre, il peut voir l'intérêt de modifier son point de vue, et petit à petit arriver à la coopération pour ensuite, à 10 ans, la règle est comprise comme le résultat d'un consensus. Donc, on se met d'accord. C'est un contrat, entre guillemets, que les enfants font, et chacun accepte de se soumettre à cette règle. Et c'est comme ça que les jeux peuvent du coup se passer généralement relativement bien. Et quand ça ne se passe pas relativement bien, c'est que certains peut-être sont pas au même stade. Voilà, je pense que de plus en plus les enfants dans les cours de récréation, par exemple à 5 ans, on voit bien qu'il y a des enfants qui sont dans l'entre-deux encore, et que peut-être ça peut être un petit peu compliqué, même autour de 9-10 ans. Et petit à petit, je finis la diapositive, petit à petit, donc l'enfant va prendre en compte le point de vue d'autrui. Donc au début, il va vraiment le voir comme au début, il voit vraiment que son propre point de vue. Ensuite, il va comprendre qu'il y a plusieurs points de vue, même s'il pense que le sien est quand même bien meilleur. Et petit à petit, il va coordonner, pouvoir comprendre que c'est un ensemble, qu'il n'y a pas de meilleur point de vue, et que quelque part, c'est en faisant... en assemblant tous les points de vue qu'on a quelque chose qui est le plus près de la réalité. Je ne sais pas pour votre question. Quand on joue avec un enfant de 2 à 5 ans, donc, qui a sa règle, est-ce qu'il faut le laisser appliquer sa règle? Est-ce qu'il faut le laisser gagner? Est-ce que le laisser gagner toujours? Voilà. Surtout quand il joue avec un frère ou une soeur plus âgée, comment on gère ça? Parce que oui. C'est assez difficile. Je pense que c'est étape par étape toujours, c'est-à-dire qu'au début on soit sa règle et qu'on le questionne, et pourquoi cette règle-là, pourquoi c'est important, et regarde, si on faisait comme ça, qu'est-ce que tu en penserais? Et puis peut-être qu'au début ça peut être plutôt difficile, et petit à petit il va pouvoir aussi... Quand on est seul avec l'enfant ça va, mais quand il y a le frère et la soeur plus âgés qui jouent et qui lui connaît la règle et tout ça, ça se passe pas toujours bien. Et c'est vrai que généralement les adultes disent il est petit, on va faire comme ça, ou au contraire la règle est comme ça. Je pense que c'est quelque chose qui est difficile parce qu'on est dans l'entre-deux. On est vraiment toujours... Au niveau de l'estime de soi, qu'est-ce qui est bon? On peut lui imposer la règle ludique et du coup il sait qu'il n'y arrive pas, donc il perd toujours et c'est pas bon. Ou le laisser gagner en permanence. Non, je pense que il faut qu'il y ait des expériences variées. C'est très important qu'on puisse le laisser gagner au début, parce que, pour les tout petits, peut-être. Et puis lui montrer petit à petit aussi qu'il y a un intérêt à pouvoir... il faut qu'il voit, à perdre, mais même à se décentrer, à lui dire, tu vois, regarde, on va essayer peut-être là avec la règle que te dit ton frère, ta soeur, etc., où tu peux nous regarder jouer, et on verra comment ça se passe. Et bon, alors c'est sûr que selon les âges, et même selon où est-ce qu'ils en sont, parce que certains, même à 9-10 ans, peuvent aussi être encore attachés à leurs règles, et là on voit qu'ils n'ont pas développé tous les stades encore, mais c'est plutôt à la mener petit à petit, voilà, mais c'est des expériences qui vont être dans le temps assez espacées. Je pense c'est un processus qui doit s'opérer. Ça va pas être une différence entre le début de la séance et la fin, ou voilà. Je pense que ça va être... Ma petite fille, elle et son grand frère, on a ras-le-bol. Mais par contre, à cet âge-là, de 5 à 9 ans, les jeux sont quand même beaucoup dans le conflit, dans une discussion permanente presque. Dans une cour de récréation, les enfants... Les enfants entre eux, c'est plutôt l'attitude de l'adulte par rapport à ça. Oui.
Donc après, je pense qu'aussi, selon l'âge des enfants, quand ils sont tout petits, c'est des règles qui sont très simples, qui sont possibles. Enfin, donc c'est là aussi où on lui demande quelque chose qu'il est capable de faire, et que petit à petit, peut-être que c'est pas la première fois, quand on va venir la première fois le voir, où ça va s'opérer, mais c'est vrai que c'est un processus qui peut prendre un peu de temps. Je voulais vous parler du développement moral qui justement, alors là c'est pour un individu dans sa vie entière, on va dire qu'on commence au stade 1 et puis les stades que je vous présenterai ensuite, peut-être pas d'ailleurs à l'oral, vous aurez en tout cas le PowerPoint, ce sera pour l'adolescent et l'adulte. Mais au tout début, par rapport à la moralité, c'est pour éviter les sanctions. On se soumet à l'autorité, on ne considère pas vraiment la vie des autres, mais en fait, voilà, pour éviter les sanctions pour soi, on va se soumettre à l'autorité. Et petit à petit, il va essayer de comprendre qu'il n'est pas le seul à avoir des intérêts personnels, que les autres aussi, et qu'on peut peut-être se mettre ensemble ou échanger nos intérêts. Enfin, il y a une négociation, il y a un échange entre deux enfants, par exemple. Donc c'est le début de la décentration. Donc là, je pense qu'on est au niveau des âges 6-7 ans où on peut commencer déjà à se décentrer. Et au niveau conventionnel, donc c'est défini par Colbert, enfin c'est un petit peu technique, mais on va commencer à se conformer aux attentes sociales. Donc ça va être des élèves de cycle 3 et des préadolescents qui déjà, voilà, on est par rapport au groupe social, on se comporte comme le groupe social l'attend, et donc on a cette moralité qui est quand même en fait centrée sur nous, mais pas sur nous individus, sur nous groupes. Il y a nous, notre groupe, et puis il y a les autres. Et où vraiment on va essayer de les sensibiliser au système social. On n'est pas juste des enfants, on est par exemple dans une famille, où on n'est pas juste dans l'Hérault, on est aussi dans la France, on n'est pas juste en France, et c'est comme ça où il va devoir comprendre que c'est une imbrication, et donc il y a un respect des lois, enfin à ce stade-là on est attaché au respect des lois, il y a l'idée, effectivement, que c'est la société qui va plus ou moins cadrer le bien-être individuel. Et puis, à un niveau post-conventionnel, donc quand il est décrit, c'est vrai que il est bien dit que tous les adultes n'arrivent pas à ces stades 5 et 6, donc il ne faut pas non plus se formaliser, où on est vraiment dans quelque chose qui est méta, au-delà de ça. C'est vraiment où on n'est pas juste sur notre groupe social, où on se dit qu'on est bien conscient qu'il y a différents groupes et que l'intérêt de chacun doit être défendu. Donc il y a l'élaboration d'un contrat social pour préserver les droits et les valeurs des individus, mais de chacun, pas juste ce qui nous concerne. Et puis ensuite, bon là c'est un stage plus que méta, où on est vraiment sur des principes éthiques, où on pense que chacun devrait avoir, la justice, égalité des droits, respect des dignités, préservation de la vie, et que ces principes sont au-delà de tout, même de la loi. C'est-à-dire qu'on peut enfreindre la loi pour justement défendre un de ces principes éthiques universels. À condition que ça soit la loi qu'on considère comme n'étant pas appropriée, mais pas l'inverse. Donc voilà, ça c'est quelque chose, c'est la seule, on va dire, développement où je vous ai parlé même de l'âge adulte, parce qu'effectivement je pense que il y a des enfants aussi très très jeunes ou précoces qui sont déjà dans quelque chose comme ça, et on a du mal justement à pouvoir les comprendre aussi. Donc je vous ai préparé aussi une diapositive sur l'enfant et la mort, parce qu'il a sa représentation de la mort qui change au fil du temps. Donc avant 6 ans c'est très mythique, c'est la fin de la vie, mais en même temps ça peut être provisoire, temporaire, réversible. C'est un peu comme si on pouvait passer de la vie à la mort, de la mort à la vie. Il n'y a pas vraiment de quelque chose, enfin il n'y a pas le fait que ce soit irréversible. Et puis c'est pas contradictoire. Voilà. Et puis le fantôme chez les enfants de ces âges-là symbolise bien justement ce passage entre l'entre-deux, entre la vie et la mort. Il n'est pas vraiment sans corps, mais en même temps il est pas, enfin on peut le symboliser, le fantôme, on peut le représenter, pardon. Et à partir de 6 ans, il distingue bien quand même que ce n'est pas un état de la vie. Qu'en tout cas, ce n'est pas dormir, ce n'est pas être parti en voyage, c'est quelque chose qui est différent quand même du vivant, mais ça reste réversible, pardon. L'enfant ne comprend pas que c'est quelque chose de définitif et qu'on ne peut pas revenir en arrière. Et il se représente la mort de manière très concrète. Il va dans son discours utiliser des mots qui peut
parler de réalisme. Le cadavre, le cimetière, il se le représente. Le mort est dans l'espace et dans le temps. C'est pas quelque chose qui est au niveau abstrait. Et petit à petit, il va comprendre que c'est universel, que peu n'importe finalement tout le monde va mourir, et surtout qu'on ne peut pas y échapper. C'est quelque chose, ça, vers 9 ans, qui va amener des angoisses, et donc effectivement c'est un passage peut-être qu'il faut pouvoir accompagner. Enfin, je pense que c'est quelque chose peut-être que vous pouvez retrouver vous dans votre pratique. Et après 11 ans, là, c'est quelque chose qui devient plus abstrait, qui est vu plus de manière existentielle ou spirituelle aussi, mais ça va être pris plutôt à un niveau très méta, on va dire. Enfin, on n'est plus vraiment sur des choses concrètes. Donc c'est vraiment la perception de l'absence et l'intégration que l'absence va être permanente, que ce n'est pas quelque chose qui va... c'est pas comme le bébé qui voit sa mère et puis sa mère qui revient, qui est quelque chose comme ça dans le va-et-vient. Là, c'est une séparation définitive. Et puis, au début de son développement, il voit vraiment ça comme une punition, comme quelque chose qui est injuste, qu'il faut éviter. Et petit à petit, il va se développer pour comprendre que c'est un processus naturel qui fait partie du cycle de la vie biologique. Donc, une intégration et une acceptation de la mort. Donc, par contre, ces représentations, enfin, en tout cas, la succession de ces représentations dépend de facteurs très importants. Déjà, le vécu personnel de l'enfant. S'il vit des deuils dans sa prime enfance, ce sera différent, enfin, à des âges différents, c'est quelque chose qui compte beaucoup. Et puis, la manière dont l'entourage met des mots sur ce qu'il peut vivre ou sur la mort de manière conceptuelle. Mais là encore, on voit une grande influence de qu'est-ce qu'on en dit à l'enfant de la mort. Donc là, je vous ai terminé, je pense, la première partie, et c'est vrai que je vais vous faire un lien avec le conte que vous avez travaillé ce matin, où le conte en psychologie est un récit court, avec des faits réels, historiques, qui peut être aussi des aventures imaginaires, et il y a une mémoire collective dans les contes, il y a une universalité qui est présente. Il y a des personnages stéréotypés, c'est toujours le héros, la marâtre, et puis ils sont investis dans des pouvoirs extraordinaires. Il y a plein d'objets magiques dans les contes qui est les symboliques, et on est immergé dans le conte, dans des situations prodigieuses, dans un monde complètement fantastique. Donc c'est justement sous forme d'images symboliques, donc on revoit la sémiotique du début, que les problèmes internes de l'enfant qui doit passer par différentes identifications, par différentes problématiques psychiques, va pouvoir trouver des solutions dans les contes. Il va pouvoir décrypter des choses, et c'est tout ce qui touche aux relations dans la famille, les relations fraternelles, l'Oedipe, voilà, tous les problèmes intrapsychiques que l'enfant doit surmonter sont dans les contes, et leur résolution également. Et c'est ça qui est très important, surtout, c'est pas juste qu'on amène un problème, enfin qu'on met en scène les problématiques de l'enfant, c'est qu'il trouve des solutions à pouvoir s'en sortir. Donc le conte a un rôle fondateur dans la construction de la personnalité. Donc la personnalité, je ne l'ai pas vraiment développée au préalable parce que pareil, ça demanderait beaucoup de temps. Mais c'est vrai que le conte permet de se structurer, et il structure également la relation avec le monde réel, de différents types de contes. Et le conte a aussi un impact, enfin chez l'adulte aussi, il a des fonctions. Donc ça réveille notre enfant intérieur. Je pense que vous avez pu peut-être le vivre ce matin. Et on développe notre imaginaire, on sent que plus le temps passe, et plus c'est riche, et il y a plein de choses qui émergent. Et ça aide à la transformation, tant quand on est enfant, mais aussi à l'âge adulte, ça permet aussi de pouvoir voir les transformations. Et puis surtout, on voit les choses, on ne voit pas le conte de la même manière aux différents âges, et on s'en rend compte au fil chaque fois qu'on réécoute le conte. Enfin, moi, je l'ai vécu aussi ce matin avec vous, pour le petit chaperon rouge. Donc voilà, là c'était la première partie qui donnait des connaissances assez théoriques sur l'enfant et comment on peut le décrire de manière, par les psychologues, on va dire. Et puis une deuxième partie, alors ça va être un peu succinct parce qu'il y aurait aussi beaucoup de choses à dire, mais je vais vous parler des écrans parce que c'est quand même quelque chose dans la vie de nos enfants qui est très présente. Alors pour toutes les générations, je pense, du monde d'aujourd'hui, la télévision est quand même arrivée il y a de nombreuses années, donc ça fait aussi partie de notre vie, mais aujourd'hui, il n'y a pas que la télévision. Donc c'est une révolution technologique du siècle dernier et de ce siècle qui donc a commencé par la télévision, Internet, qui a été quand même par contre vraiment une étape assez importante,
qui a suscité les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, donc, ça va être sur les smartphones, les tablettes, les ordinateurs. Et c'est vrai qu'en plus, ces derniers outils, donc, qui sont récents depuis quelques années, en tout cas de manière pour tout le monde, font appel aux compétences sensorimotrices. Donc rappelez-vous, c'est les compétences que développent les enfants de moins de 2 ans. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, un enfant de moins de 2 ans, on lui met une tablette, il est tout à fait compétent pour trouver une application, pour mettre une musique, voilà. En revanche, il n'a pas non plus les compétences qu'on a décrites ensuite. Donc, il va quand même vivre les écrans de manière assez brutale, peut-être. Enfin, c'est quelque chose qui est aussi à se dire que les constructeurs ont pensé les tablettes pour qu'elles soient... Enfin, n'importe qui peut servir une tablette. Vraiment. Il suffit de pouvoir juste avoir un doigt et des yeux. Mais, et encore, voilà, il y a différents sens qui sont pris. Donc, c'est vraiment du sensoriel. Donc ça bouleverse aussi le rapport à l'autre parce qu'il y a des relations maintenant qui se font par informatique, donc on n'est plus dans quelque chose qui est... D'ailleurs le téléphone aurait pu être quelque... Enfin c'est pas un écran, mais le fait de pouvoir téléphoner a déjà bouleversé le rapport à l'autre, le rapport au temps, où maintenant il peut se passer quelque chose là dans la minute peut-être à des centaines ou des milliers de kilomètres et on peut être informé, et à la communication. Alors, il y a aussi sur l'intimité qu'il y a des choses qui ont changé. Alors, c'est beaucoup plus chez les adolescents, mais il y a des concepts, je crois que j'en parle un peu plus tard, l'extimité qui est décrite maintenant. C'est-à-dire qu'on ne voit plus l'intimité. Enfin, l'intimité, c'est ce qui est à soi, c'est notre jardin secret. Et puis, maintenant, il y a une extimité qui est ce qu'on veut que l'autre voit de nous. Et donc, il y a vraiment aussi un adolescent, par exemple, dans les réseaux sociaux qui va mettre beaucoup de choses très personnelles, lui ne se sent pas attaqué dans son intimité puisqu'il choisit ce qu'il met, bon, à condition que ce soit pas le copain qui l'imite du coup, mais il choisit ce qu'il met, donc ce n'est pas, c'est pas comme s'il n'avait pas d'intimité, c'est juste un espace qui se crée, qui est un petit peu dans une intimité virtuelle peut-être. Voilà, donc par contre, il y a des notions qui étaient avant très différenciées qui maintenant peuvent être un peu plus dans la confusion. Enfin, le dedans et le dehors, le privé, le public, les limites et l'infinitude. Enfin, voilà. C'est des concepts qui sont de moins en moins distincts et où on a du mal à savoir parfois où est-ce qu'on se situe. Donc dans la télévision, je ne me suis pas trop attardée sur les réseaux sociaux. Hein. Je pensais plus à l'adolescence, donc j'ai parlé beaucoup plus de la télévision et des images. Et aujourd'hui, voilà, les images sont partout, bon, dans la publicité, mais dans la télévision, il y a quand même dans l'information, par exemple, quelque chose qui banalise. On peut voir des scènes de guerre, on peut voir, toutes les images sont maintenant accessibles en temps réel. Et puis il y a aussi un flux continu, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de filtre, on ne peut pas choisir. Alors qu'au tout début de l'apparition des images, quand on pense à la photographie, les premiers films, avant on photographie son mariage, la naissance d'un enfant, c'est des événements qui sont marquants dans une vie. Maintenant, on voit même qu'on vit les événements à travers nos écrans. Quand on voit la télévision, d'ailleurs, les grands événements, tout le monde voit l'événement avec son écran. Donc il y a quand même quelque chose qui se met entre soi et la réalité, le monde. Et dans les images, on a de plus en plus de mal à différencier ce qui est fictif, le témoignage, le documentaire, parce qu'il y a les mêmes codes. Il y a des films où on pourrait penser que c'est des documentaires, il y a des documentaires fictifs. Il y a beaucoup de confusion. Et il y a un effet zapping qui se crée, c'est-à-dire que on est habitué aussi à ça ne me plaît pas, je change, je zappe et je passe à autre chose. Et en même temps, je peux très bien me concentrer sur une attention, vous voyez, comme ça, qu'on distribue un petit peu. Ouf. Alors oui, je pense que je vais peut-être passer rapidement sur la fin des écrans, mais sur le PowerPoint vous pourrez le regarder, hein, parce qu'il y a quand même le virtuel qui rentre en jeu, et donc comment on est toujours en relation, notre relation au réel alors qu'il y a ce virtuel qui rentre en jeu. Et il faut savoir quand même que les écrans sont des outils qui sont à la fois des impacts positifs, c'est-à-dire que avoir un téléphone maintenant peut permettre de faire des activités cognitives qu'avant, on se décharge un petit peu sur nos téléphones et en même temps on s'entraîne moins. Il y a toujours un impact positif et négatif pour chaque chose. Hein. Et puis ça a quand même, il y a des études maintenant qui montrent des impacts sur le sommeil, sur l'alimentation. L'enfant, quand on est sur un écran, sur un film vidéo, on ne se rend pas compte du temps. Il y a des choses qui sont pour l'enfant qui changent beaucoup.
Donc je vous ai parlé de Tisserand qui donne des repères très, on va dire, aussi par stade, où il ne conseille pas de télé avant 3 ans. Donc c'est vrai que dans le mode actuel, ça paraît difficile. Mais si déjà on le sait, on va se dire, bon, aujourd'hui 5 minutes et pas plus. Alors que si on n'avait pas ce repère-là, on ne se poserait pas la question, on pourrait mettre un enfant, parce que même à 2 ans, un enfant adore, il pourrait passer 1 heure devant la télévision. Pas de console personnelle aussi avant 6 ans, donc c'est pas qu'il ne joue pas aux jeux vidéo avant, c'est qu'il n'a pas le jeu vidéo, enfin il n'est pas autonome dedans, il n'a pas quand il veut, où il veut, dans sa chambre, etc. Pas internet avant 9 ans, donc je pense que c'est en autonomie, parce qu'avec les adultes à l'école déjà c'est quelque chose qui peut vivre. Et les réseaux sociaux, c'est pas avant 12 ans également, pour pouvoir avoir construit la relation aux autres, etc. Donc en 5 minutes, je vais vous présenter ma 3e partie, je sais pas comment je vais faire. Mais par contre, c'est vraiment tiré du livre qui est aussi en présentation. Mais même sur le PowerPoint, tout est décrit. Si vous avez qu'à le lire, je pense que ça sera quand même très utile. Où en fait, il y a une mutation sociale qui est décrite maintenant par l'auteur, Jean-Paul Gaillard, et qui ensuite, il voit des principes en voie d'extinction. C'est-à-dire où finalement, il y a l'identité d'hier, l'identité d'aujourd'hui. Et pour chaque notion, il y a quand même des différences sur hier et aujourd'hui. Donc la mutation sociétale qui est quand même différente selon là où on habite, notre âge, notre culture, l'accès aux médias, la télévision, etc. Il y a des semi-mutants qui sont âgés de 25 à 30 ans, qui sont à la fois en cours de mutation, mais qui ont aussi quand même le bagage du monde qui n'a pas muté, on va dire. Et puis les mutants qui peuvent être âgés aujourd'hui de 1 mois à 20 ans. Donc tous ne sont pas mutants. Il faut y faire bien attention que nous n'avons pas que des enfants mutants, mais nous avons parmi nous des enfants qui mutent et qui ont un rapport totalement différent à eux, au monde, aux autres. Et c'est ce que je vais essayer de vous décrire rapidement. Donc par exemple sur l'identité, donc l'identité est quelque chose que l'on construit dans son rapport au monde, ou quand on se distingue de l'environnement, quand on se distingue des autres. Donc il y a plusieurs processus identitaires et donc ça se construit tout au fil de la vie au biais de nos appartenances, selon notre âge, selon nos loisirs, notre famille, etc. Et donc on voit qu'hier il y a une identité qui est beaucoup sur la monstration de notre appartenance, où on a un groupe d'appartenance, on y partage les valeurs et on prend l'identité quelque part qui appartient au groupe d'appartenance où on est. Donc le collectif passe avant l'individu, en tout cas le collectif de notre groupe d'appartenance, et alors que l'identité d'aujourd'hui pour un mutant va être plutôt autonome et planétaire. C'est-à-dire que pour lui, il n'y a pas de distinction entre les différents groupes d'appartenance. Il sait très bien qu'il y a le sien et il y a l'autre, mais quelque part, il peut prendre des identifications dans différents groupes d'appartenance. Il peut les mettre, il fait un petit peu son petit mix et il construit une identité qui lui est très propre, qui n'a pas vocation à être conforme au collectif. C'est vraiment le mutant est aujourd'hui dans la différenciation, dans je suis moi. Et donc, même si j'appartiens à un groupe, j'ai besoin de me différencier dans ce groupe-là. Donc il y a un rapport à l'autorité qui est très différente qu'hier. Donc hier, c'est vraiment le modèle familias, où il y a un pouvoir symbolique et puis par délégation sociétale, on se soumet au pouvoir. Et donc il y a des rôles qui sont distribués et donc l'enfant comprend très bien qu'il est enfant et qu'il doit se soumettre, mais que quand il sera adulte, il faudra que les enfants se soumettent à son autorité. Il y a vraiment la conception comme ça du pouvoir symbolique. Alors qu'aujourd'hui, l'autorité n'est pas du tout vue de la même manière des mutants. Le mutant, il a autorité sur soi. Il peut comprendre, on va dire, l'autorité. Il comprend qu'il y a une autorité sur lui, mais il va vraiment dire, moi je considère que j'ai à la suivre ou j'ai pas à la suivre. Je considère qu'elle me protège ou si elle me protège pas, je n'y rentre pas. Donc c'est vrai qu'ils obéissent pas à une voie extérieure pour eux, ils sont vraiment dans quelque chose qu'ils assument eux-mêmes. Alors bien sûr ça se développe, je pense, au fil des âges. Il y a des mutants de 5 ans, des grands mutants de 5 ans qui nous posent quand même question, surtout quand nous on est avec notre ancien modèle et où les codes, la relation est vue différemment. Donc si on essaye
voilà, de lui montrer que l'autorité c'est les adultes, que c'est qui doit se soumettre. S'il ne veut pas rentrer dans cette voie-là, il n'y rentrera pas, et c'est pas notre façon d'y faire qui va y changer quelque chose. Je pense qu'il faut qu'on intègre on les forcera pas à rentrer dans notre modèle. Par contre, on peut essayer de trouver des compromis, des manières de pouvoir cohabiter, enfin de pouvoir se comprendre les uns les autres. Donc il y a la hiérarchie aussi qui est quand même grandement déstabilisée, donc où il y a un ordre vertical dans le sacré et dans le profane aussi. Il y a la domination et la soumission qui aussi est dans la révolte, c'est-à-dire que quelque part on est soumis, donc on peut ou pas se révolter, et puis quand on se révolte, on peut aussi du coup après dominer pour imposer quelque part. Voilà, donc c'est toujours un cercle qui est dans la domination, soumission, révolte. Alors qu'aujourd'hui, le mutant va se voir dans une hiérarchie qui est verticale. Pour lui, il y a une égalité. Pardon, horizontale. Pour lui, oui, exactement. Il est vraiment... on est tous pareils. Alors oui, il y a peut-être un chef, mais en tout cas, il me doit le même respect. Et puis, on est égal relationnellement. Il peut comprendre qu'il y a un adulte et que lui, il n'est pas adulte, mais en même temps, ça ne change rien. Il n'est pas dans cette soumission. Qu'est-ce qui a fait ce changement-là ? Alors c'est vrai que je pense que les mutations sont au fil de la société. Donc si on reprend au début, peut-être que je suis passée un peu vite, mais c'est la manière dont on éduque nos enfants. On est vraiment on veut développer un esprit critique pour eux, on veut qu'ils soient autonomes, on veut qu'ils pensent par eux-mêmes. On y arrive. Alors tous ne sont pas mutants, à savoir, hein, mais aussi on sent qu'il y a des parents qui sont pré-mutants et qui favorisent la mutation de leurs enfants. Alors parfois je pense que le mutant aussi réagit à un monde qui est trop ancien peut-être aussi. Il y a des enfants, je pense que c'est vraiment pour couper, leurs parents ne sont pas du tout mutants ni pré-mutants, mais c'est vraiment pour couper avec ce modèle-là aussi. Ah si, pas tous, mais si. Exceptionnellement, moi j'ai rencontré une enfant de 2 ans et demi qui pouvait se placer au niveau de ses parents et de manière très pertinente. Mais ça existe. Et est-ce que c'est pas le stade de l'opposition? Pardon? Est-ce que ce n'est pas le stade de l'opposition? Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que finalement, entre hier et aujourd'hui, on retrouve un petit peu finalement l'enfant, l'adulte, on va dire, et puis on pourrait se dire que quelque part, le mutant, il réagit un peu comme le tout petit enfant, si on remet... Et pourtant, non, il s'est bien développé... il a eu son développement normalement, seulement c'est dans le rapport aux autres et le rapport au monde qu'on est quand même dans ce registre-là. Mais ça va se jouer sur d'autres domaines en fait. C'est juste que c'est pas les adultes et les enfants, c'est pas découpé de la même manière. Il va quand même s'opposer, mais d'égal à égal. Ça va être dans les... Il faut coopérer, mais est-ce que par exemple un enfant, je prends un exemple que je connais, de 2 ans et demi, 3 ans, qui refuse de s'habiller de telle façon, on doit lui dire choisis. Et qui fait une crise à se rouler par terre. Alors c'est relatif, c'est-à-dire qu'à la limite, si il met un pantalon rouge alors qu'on voulait lui mettre un bleu, bon, peut-être qu'on n'a pas, nous, voilà, si après il veut sortir avec soit le costume de Zorro ou soit... là par contre, l'adulte a aussi... doit lui donner des repères et des structures. C'est plus... je pense qu'il y a des parents, par contre, qui vont dire, tu as 3 ans, c'est moi l'adulte, si je lui dis que tu mets le pantalon bleu, tu mets le bleu. Là, peut-être que le mutant va réagir... Non, mais il y a des repères, des fois, où c'est assez... il y a des grandes règles, je pense, qu'il faut avoir, et puis le reste, où eux, ils vont pas y rentrer dedans. Ils vont pas se conformer de la même manière, ils vont pas se soumettre de la même manière. Mais ils vont se soumettre à des lois générales. Il va très bien comprendre que s'il pleut, il doit mettre ses bottes de pluie. Et donc, Parce qu'on voudrait y aller par la négociation. Oui. Oui. Mais parfois, peut-être on va reprendre ça cet après-midi. Oui. C'est quelque chose qui vous sera... On va travailler au niveau pédagogique sur Tous les principes qui vous sont présentés là vont être repris cet après-midi et vous pourrez surtout savoir quelle attitude avoir face à ces changements-là. Donc on voit que la hiérarchie change. On voit que la hiérarchie change et je pense que vous sentez très bien qu'il y a des enfants qui ne vont pas donc reconnaître
c'est même pas une question d'autorité, c'est le fait d'être au-dessus aussi de l'autre, enfin, dans un classement, un ordre. Lui, il n'est pas dans cet ordre-là. Donc il y a aussi l'interdit qui se voit un petit peu bousculé dans les mutations, où hier est interdit tout sauf ce qui est expressément autorisé, que ce soit dans les relations sociales les uns entre les autres et aussi dans la sexualité. Quelque part, c'est voici ce qui est autorisé et le reste, c'est non. Donc il faut se soumettre et obéir à la loi, ou en tout cas ne pas transgresser, ne pas être dans l'interdit. Alors que le mutant aujourd'hui, alors ça devient de plus en plus caricatural, je pense aussi, avec où on est vraiment dans deux opposés extrêmes, et je pense qu'en fait nous avons des mutants qui se situent un peu à tous les niveaux. L'interdit aujourd'hui pour un mutant, il n'y a pas d'interdit, tout est négociable. Alors, il peut y avoir des grands interdits, et encore, je pense que ça dépend du contexte, et finalement, ils sont toujours dans la négociation, et ils vont amener quelque chose, oui, mais si... voilà. C'est la négociation, la discussion, mais c'est aussi dans l'échange, c'est-à-dire qu'il ne va pas non plus imposer quelque chose, mais c'est qu'il n'aime pas les choses figées, qui sont transmises par principe, qui sont là parce que c'est comme ça. Il va questionner le sens. Et donc par contre, ils ne sont pas du tout d'accord avec fais ce que je dis et pas ce que je fais, comme nous on peut faire, j'ai l'autorité, mais moi j'ai le droit, je suis un adulte, toi tu le fais pas. Un mutant ne rentrera pas dans ce schéma-là, et par contre il ne fera ce que fait l'adulte. Donc il y en a qui vont s'amuser un peu avec nous, à dire ah ben, si tu le fais, je le fais aussi, et là c'est compliqué. Et si tu le fais pas, je le fais pas aussi. C'est ça qui peut nous déstabiliser parfois. Et donc si on lui dit mais écoute, je suis l'adulte et je te demande de le faire, donc tu le fais, ça peut être très vite compliqué. Très très vite compliqué. Et très violent pour les deux côtés. Donc la relation change. Les mutants aujourd'hui, avant de parler, d'être dans le contenu, quand ils sont en relation avec quelqu'un, de parler de quelque chose, ils vont définir la relation. Ils vont essayer de voir comment le jeu de rôle qui va se partager entre les personnes qui sont en relation. Et c'est la définition de la relation qui va vraiment compter pour eux. Quand il parle avec un adulte, quelque part, c'est pas vraiment ce qu'il dit et ce qu'il entend qui va être important pour lui dans un premier temps. C'est vraiment de savoir comment on se situe, est-ce qu'on est complémentaire, égalitaire, en symétrie. Enfin, il va essayer de voir comment on a défini la relation. Et donc hier, on est vraiment dans la complémentarité et la symétrie. Hein. Donc quand il y a une position haute et une position basse, donc il y a d'un côté la domination, de l'autre côté la soumission, et dans la symétrie où on est un petit peu, alors dans le même et aussi dans la rivalité, parce que quand on est dans le pareil, il faut pouvoir se différencier aussi. Donc ça amène effectivement de l'opposition, de la compétition et de la rivalité. Alors que le jeune d'aujourd'hui, alors c'est beaucoup plus pour les ados peut-être, mais aussi certains enfants qui ont muté assez rapidement, on est tous égaux à la relation, donc comme on a dit, et pour eux, ça réduit la complexité finalement des rapports sociaux. C'est un régulateur social, c'est-à-dire que finalement, peu importe qui c'est que je vais rencontrer, surtout avec maintenant la mondialisation, ils peuvent voyager, rencontrer des jeunes de cultures différentes, des langues différentes, etc. Et du coup, on sera d'un autre à un autre. On n'a pas besoin de se définir vraiment, de savoir si on est en position haute, si on est... ça permet vraiment d'être d'égal à égal avec tout le monde. Donc ça peut amener, je pense aussi des fois, quelques difficultés quand on est quand on n'est pas dans le même mode relationnel, mais ça, en tout cas, enlève un peu de complexité dans les rapports. Ils ne voient pas le temps de la même manière, donc nous, on voit le temps quand même qui est un présent qui est vraiment construit autour du passé et de l'avenir, alors qu'aujourd'hui, l'enfant est dans un présent compact. Il est ici et maintenant, et le reste, c'est pas que ça compte pas vraiment, c'est que c'est fluctuant. Le passé, quelque part, c'est qu'une façon de voir les choses. Enfin, il n'est pas vraiment dans une prise en compte du présent en fonction de ce qu'il y a autour, il est dans l'immédiateté. Et donc sa construction du sujet est différente, où on a le sujet d'hier qui se désire, donc je vais pas trop aborder ça en première partie, mais un sujet désirant qui se construit sur le manque, avec l'espoir que ce désir soit comblé, que le manque soit comblé, et donc il y a beaucoup de rituels d'appartenance qui sont présents pour le sujet désirant, alors que le sujet d'aujourd'hui, qui abandonne les rituels de plus en plus, est vraiment n'est plus dans le désir mais dans le besoin. Il faut qu'il soit satisfait. C'est un lien quasi organique avec des objets comme les téléphones. Il y a une immédiateté, je veux besoin d'une information, je l'ai, et c'est une jouissance un petit peu
directe et multiple, et qui par contre affranchit de l'imaginaire et du fantasme. C'est-à-dire qu'il n'y a plus le temps parfois aussi de penser. Le temps est vu vraiment de manière différente. Et on voit aussi que le langage symbolique prend de moins en moins de sens. Les adolescents qui écrivent des messages ou des SMS, ils mettent des petits smileys, ils enlèvent des mots. Il y a vraiment un appauvrissement de la richesse langagière pour être plus dans quelque chose de direct. Donc le rapport à l'autre change aussi, où hier on est vraiment dans différents... on voit l'autre de différentes manières, soit il est pareil que moi, celui qui a la même appartenance que moi, celui dont je me sens proche, de la même génération. Il y a mon supérieur sur lequel j'approuve sa supériorité, et en même temps... il y a de la confiance, la crainte, du respect, de la soumission. Il y a le subalterne, où là, je me sens supérieure à lui. Et donc, pareil, il y a aussi des sentiments un petit peu mêlés de confiance, de défiance, de condescendance. Il y a l'étranger, qui ne fait pas partie de mon groupe d'appartenance et qui ne me correspond pas, qui ne fait pas partie, en tout cas, de ma sphère. Et puis, il y a l'ami, par contre, qui est dans un recrutement mutuel. Il m'a choisi et je l'ai choisi. Et il peut être dans mon groupe d'appartenance ou pas. Et puis il y a l'ennemi, celui qui m'attaque dans mon appartenance, dans mes croyances et dans mes valeurs, alors que les mutants aujourd'hui voient l'autre plutôt comme un virtuel consistant, c'est-à-dire que ils ne regardent pas, il n'y a plus donc de supérieurs, de subalternes, de différents, on est tous égaux, et donc on n'est plus dans la représentation de l'autre, on est dans la présentation de soi. On n'est pas là pour essayer de se construire dans des représentations, mais on est dans une extimité, justement. C'est ça que je vous présentais tout à l'heure. Donc il y a des amitiés qui sont, mais vraiment, nous, qu'on qualifierait d'éphémères, mais pour eux qui est finalement virtuelle, mais qui sont plus sécurisantes parce qu'on n'est pas dans un face-à-face et qui permettent finalement d'expérimenter la socialisation de manière moins dangereuse peut-être pour l'enfant. Donc il y a aussi la vision de la mort qui change vraiment entre nos mutants et nous, où hier nous étions dans quelque chose, dans l'histoire il y a la conscience de soi qui émerge avec la crainte de la mort. Les morts ont une place dans la société très claire et suffisante. Ils sont dans des cimetières, il y a des rituels pour se familiariser à la mort, et on s'y confronte plus ou moins régulièrement à tous les âges de la vie. L'enfant va perdre des personnes qui lui sont plus ou moins éloignées, et puis petit à petit, il y a un cercle qui se resserre auprès de sa propre finitude. Et ensuite, donc, il y a le temps qui se construit donc, dans le passé et le futur, puisque la mort est vue dans le futur comme l'échéance finale, alors qu'aujourd'hui, il n'y a pas du tout cette acceptation qui est faite, et la mort est vécue comme quelque chose d'intolérable. Les jeunes sont dans un... Ils zappent la mort, ça n'existe pas. Moi, je suis intervenue en lycée pour parler de la mort à des lycéens, et ils disent mais pourquoi vous nous parlez de ça? Nous, on est en pleine vie, on veut pas. Ça, presque, ils pourraient penser que à l'âge où ils mourront, où ils auraient l'âge de mourir, on aura combattu, on sera presque immortel, la biologie pourra permettre des choses, voilà. Donc ils se construisent là-dedans, et en même temps, je pense que c'est le monde des écrans qui contribue beaucoup. Et quelque part, nous n'avons pas encore de mutants qui aient plus de 25 ou 30 ans. Donc c'est là aussi où on va voir comment, petit à petit, ils vont intégrer peut-être aussi quand même leur mort inévitable, inexorable. Mais c'est vrai que là, on parle plutôt de comment l'adolescent voit la mort et comment il se la représente. On a plein de vies dans les jeux vidéo, etc. Donc voilà, c'est les principes que vous reverrez cet après-midi, justement pour voir quelle posture pédagogique et éducative on peut avoir face à ces mutants. Donc de manière très rapide, pour conclure, donc on voit bien qu'il y a des étapes très différentes entre l'enfant avant 7 ans et après 7 ans, que l'enfant d'aujourd'hui s'incarne dans le monde d'aujourd'hui, dans le monde des écrans, dans un monde relationnel, dans un monde globalisé, et qu'en même temps nous sommes en mutation. Je pense qu'il est très important de penser que tous nos enfants ne sont pas mutants non plus. Certains ont des repères qui sont d'hier, comme c'est présenté dans le diapositive, et qu'il ne faut c'est pas un balai non plus de ce qui a pu être auparavant. Voilà, je vous remercie pour votre attention.